on a d'autres questions, mais on va y revenir. Cher Eric, allez, prends le micro. Donc, Eric, nous avions besoin d'un académicien. Et ben voilà, nous l'avons. Il nous fait quand même le grand honneur d'être là. Parce qu'il a... Ça au titre de la biodiversité? Oui, je te rassure. Donc, voilà, ça y est. Et là, président d'initiative pour l'avenir des grands fleuves. C'est à ce titre-là que Eric donc, est avec nous, qui a commencé, il était tout petit, moi aussi, avec un bouquin que vous n'avez pas lu qui s'appelle Ville d'eau. Ça fait ça, hein, je crois, Ville d'eau. Exactement. Parce qu'on se disait, au fond, c'était un moment donné où il y avait encore le rideau de fer, et quelque chose nous disait que, au fond, l'eau communiquait déjà sous le rideau de fer. Et c'est pour ça que j'ai été rendre visite à des villes d'eau, comme les villes d'eau tchèques. Et ça, c'était des grands moments. Des Marienbad et Karlovy Vary et tout ça, tous ces endroits-là qui étaient incroyables. Et on avait l'impression comme ça qu'on passait subrepticement sous le mur. Et c'était formidable parce que c'était vraiment l'Europe qu'on a retrouvée après dans le grand, formidable livre de Claudio Magris, Danube, et qu'on retrouvait dans tous les gens comme ça, dans Joseph Roth, etc., dans tous ces lieux de l'Europe centrale dont me parlait Milan Kundera, parce qu'il était passionné de ce que je pouvais raconter sur ces questions d'eau, en disant parce que vraiment tout ce chevelu, on peut dire, de cette Europe, c'est vraiment là l'Europe centrale. C'est-à-dire ces Balkans comme ça, avec toute cette musique, avec tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, arrêtez-moi parce que je peux parler. Non, mais c'était, j'ai lancé sur Ville d'eau parce que ça c'est en 1981, mais tout ça pour dire que l'amour de l'eau d'Éric Orseno, d'ailleurs il vient encore bien avant. Si vous allez dans les Côtes d'Armor, vous connaissez tous un fleuve extraordinaire qui s'appelle le Trieux. Bien sûr. J'espère. 70 km, c'est ça à peu près? 72 km. 72. Et couplé maintenant avec le fleuve Amazone? Oui, on fait un jumelage entre l'Amazone et le Trieux. Donc on va se faire venir une famille de Pontrieux qui va rencontrer une famille de Belém du Pará. Alors, de ce que déjà tu as entendu, c'est-à-dire que cette hydrodiplomatie, toi aussi, tu en es un des ambassadeurs, tu t'intéresses à ces fleuves, avec d'ailleurs ce mot très intéressant, président d'initiative pour l'avenir des grands fleuves. Pourquoi initiative? Parce que l'alerte, ça y est, on sait, avec le partenariat depuis longtemps, on sait ce qu'il en est. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Avec le PFE, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et parce qu'il y a des exemples. Et il y a des exemples internationaux dont on ferait bien de s'inspirer pour essayer de résoudre les tensions nationales. Parce que quand j'ai écrit il y a 15 ans L'avenir de l'eau, on m'a dit c'est intéressant mais exotique. S'il y a une chose qui est sûre, jamais la France, virgule, pays tempéré, virgule, ne souffrira de sécheresse. Et surtout pas ta Bretagne où il pleut tout le temps. Bon courage. 4 fois par jour. Avec les moins de 500 mm en Ille-et-Vilaine en ce moment, j'ai les derniers chiffres, ça devient assez catastrophique cette affaire. Et donc voilà. Donc déjà c'est ça. Et l'idée, c'est passer de l'eau, qui est une matière, à une rivière ou un fleuve qui est un être vivant. C'est-à-dire immédiatement, on incarne. Et donc, on peut se battre, on peut respecter plus, parce que chaque fleuve, chaque rivière est singulière, alors qu'une matière, l'eau, c'est un peu la même chose partout. On peut s'attacher. Et quand j'ai un projet, moi, avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires de l'Éducation nationale français, c'est-à-dire que des dizaines de classes adoptent 200 mètres de rivière. Ils adoptent pour voir concrètement comment ça marche. Donc on va lancer ça, et ça m'intéresse, donc voilà. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est, comme je suis en Afrique tout le temps, et donc c'est l'exemple africain. C'est à la fois l'exemple africain et la grande crainte africaine. L'exemple africain, c'est l'OMVS, la mise en valeur de la vallée du Sénégal, le Sénégal comme fleuve commun, ce qui est quand même très peu fréquent. Et hydrodiplomatie, ça veut dire une diplomatie qui permet d'éviter la guerre. Je me suis trouvé dans un de mes innombrables voyages en quittant le parc du Djouj pour aller voir mes amis de Podor. On me disait de me baisser pour me laisser protéger par les murailles en banco, parce que les Mauritaniens tiraient, parce qu'il y avait une guerre à ce moment-là
avec des affaires bibliques entre les sédentaires et puis les éleveurs sur la Mauritanie et le Sénégal. Et qu'est-ce qui a rétabli la paix? Vous le savez mieux que moi. C'est l'eau. C'est l'OMVS. C'est pas du tout l'OUA. C'est pas du tout l'ONU. C'est l'OMVS en disant... C'est exactement ce que vous avez. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient en commun ça et que s'ils tuaient ce commun, ils allaient mourir tous. Alors, les gens ne sont pas toujours rationnels, mais enfin, quand on leur dit si vous faites ça, vous allez mourir, c'est le dernier espoir de la rationalité. Ça ne peut pas toujours suffire. Donc, j'ai là eu une sorte d'amour pour l'OMVS. Donc, l'OMVS a été au départ de notre initiative pour l'avenir des grands fleuves, parce que c'était l'exemple, l'initiative numéro 1. Alors ça, c'est ce point-là. Ça, c'est l'optimisme. Et même en ce moment, où vous savez qu'il y a des différences de régime entre les pays membres, puisque ce n'est pas la même chose au Sénégal avec les soubresauts que nous voyons en ce moment, ce n'est pas facile, mais la Guinée, le Mali, la Mauritanie, c'est vraiment... Vous ne pouvez pas être plus différent comme régime. Et ils se réunissent pour du sauvetage de leur bien commun, qui est le fleuve Sénégal. Or, ce fleuve, comme tous les fleuves de l'Ouest africain, et ensemble avec Marie-Laure, on a été à New York, évidemment, et on a plaidé l'alerte rouge, puisque ce fleuve, et une dernière d'ailleurs indication, met encore un peu plus la pression, c'est que ce fleuve, le Sénégal, vient du massif guinéen du Fouta, Jalon, comme la Gambie, comme le Niger. Et que ce massif, il est menacé parce que, comme tous les massifs forestiers, il est rongé petit à petit, que les têtes de source sont envahies par des cheptels de plus en plus nombreux, etc., etc. Et que, en plus, la malédiction des matières premières bien connues, c'est-à-dire que sous les arbres, il y a la bauxite à un certain endroit, et qu'il y a des concessions, etc., etc. Bref, qu'est-ce qui se passe si ce massif disparaît? La forêt va devenir savane. Il restera encore une saison des pluies. Pourquoi? Parce que ce que j'ai appris est la science, vive la science, merci la science. Ce qui me frappe de plus en plus, au fond, c'est que plus c'est lointain, plus on connaît. Plus c'est proche, plus on s'en fout. On a l'impression qu'on a une relation avec le savoir comme si on était mariés. C'est-à-dire on est passionné par la femme de son copain, mais on a oublié de s'exciter pour sa femme à soi. C'est quand même n'importe quoi. Tout le monde comprend, là, c'est une très bonne image. Non, mais là, on pige. Là, tout de suite, vous dites ça, n'importe quel décideur, il comprend. À 15h30, il faut un peu réveiller. Exactement, mais bien sûr. Parce qu'il y en a quelques-uns qui préféraient faire la sieste. Oui, ils digèrent. Mais et pas forcément seuls. Et voilà, cher Eric. Et ce après, que je veux dire. Je vois très bien. Tu m'avais laissé carte ouverte. Ah, mais totalement. Bon, de toute façon, bien. Il ne s'agit pas donc, ces questions-là. Donc, c'est ça ce qui est en train de se passer. Or, ce que j'ai appris par mes amis hydrologues, c'est que une des sources de tous ces fleuves africains. Et regardez l'interconnexion qui est quand même le cœur maintenant. Celui qui n'a pas compris, celle qui n'a pas compris que l'interrelation, c'est comme ça que ça marche dans la vie, c'est que l'Ouest africain dépend d'un jet stream qui vient de l'Himalaya. Et que ce jet stream à 15 km d'altitude dépend des glaciers de l'Himalaya. Or, pour l'instant, les glaciers sont toujours là. Donc, il y a une pression qui vient d'est en ouest. Et quand ce flux, à la saison chaude, rencontre l'ouest africain, il y a des modifications de température de pression, précipitation et ce qu'on appelle une saison des pluies. Si jamais il y a une diminution des glaciers himalayens, c'est l'ouest africain qui en pâtit. C'est ça aussi. Moi, ce qui m'a ravi dans votre schéma sur les aquifères, c'est qu'on voit exactement ce que j'ai appris quand j'ai travaillé sur le Gulf Stream. C'est-à-dire vous pouvez avoir des courants de surface dans un sens et des courants de profondeur dans l'autre sens. Parce qu'il y a des dimensions comme ça, des conditions de température, de pression, de salinité qui sont là. Donc c'est ce genre de mécanisme-là. Donc en conclusion, il y a un exemple magnifique. Alerte sur cette affaire-là. Parce que imaginez un débit divisé par 2 ou 3 des fleuves africains. Comment est-ce qu'on va apporter notamment de l'eau à Dakar?
très concrètement, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Et donc, alerte, là, nous avons lancé cette alerte à New York. Et là, il y a aussi des initiatives. Comment est-ce qu'on va faire pour protéger les têtes de source? Comment est-ce qu'on va faire pour que voilà, qu'on lutte contre la déforestation? Comment est-ce qu'on va faire pour contrôler les concessions minières, etc., etc. Donc, question clé que nous ne pouvons pas faire seuls. Nous sommes évidemment à votre disposition pour porter ce message. Et pour y aller, simplement, il faut avoir des conditions pour y aller. C'est-à-dire, moi, ça fait 3 fois que je veux y aller, 3 fois c'est interdit. Donc, mais je m'en fous parce que je vais passer par la Sierra Leone. Et donc voilà. Donc, il faut alerter. Moi, je suis le petit reporter. Vous savez, à 8 ans, je voulais être Tintin. Maintenant, Oui, Tintin, je suis oui, c'est Tintin, ça. je suis un vieux Tintin. Mais le vieux Tintin, il bouge encore. Non, il est efficace. Hein. Et puis, en matière de pédagogie, je merci beaucoup parce que. Non, mais. Oui, enfin. Non, mais c'est mes frères, là. Mes frères, ma sœur, c'est. Ce que nous dit. Voilà, Eric, ne vois-tu rien venir? Ah, bah, je vois encore un fleuve. Bah, pas longtemps, ma sœur. Oui, c'est ça. C'est l'effet papillon. Quand on parle de ce fameux effet papillon, on est en plein dedans. C'est-à-dire que sur cette chaîne himalayenne de mémoire, ça doit faire 2600 km. Vous avez 30 à 35% de la population qui dépendent aujourd'hui des glaciers. Donc, ils risquent d'avoir d'un côté le trop. Et après, il risque d'avoir effectivement le pas assez. Et ce que l'on découvre, effectivement, on l'a découvert il n'y a pas si longtemps, mais quand même, c'est ces fameux courants très très forts, donc à 15 km, si tu disais effectivement au-dessus de nos têtes, et qui après donc, va avoir une autre conséquence sur l'Afrique. Vous expliquez ça aux gens, ils ne comprennent pas. Hein. Donc c'est ça, la pédagogie, même dans les médias, elle n'est pas encore faite là-dessus. Mais ça va venir. Ça va venir. Le savoir, Et la toujours. science et la nécessité, c'est Et frappant de voir. Quand même, regardez, ce que je travaille beaucoup sur les questions d'agriculture quand même. Bon, bah, on connaît ce qui se passe sur Mars, parce qu'il y a des crétins qui veulent y faire des programmes immobiliers. Bien sûr. Vous voyez qui? Oui. Les invités de Vivatech. Bien Et sûr. donc, voilà. Et puis on ne sait pas ce que c'est que le sol. Elon Musk, si tu nous écoutes. Oui, d'accord, non, bien sûr.